Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ce live. D'après ce que je vois, il n'y a que Fitsu, donc on va peut-être patienter un petit peu, que les gens arrivent. Et le projet pour l'instant, alors du coup, c'est un template Elite C pour OCS Inventory. Donc on va utiliser l'outil Distro Builder que je vais vous présenter tout à l'heure. Et on va essayer de se monter une petite image. C'est pas dit forcément qu'on finit l'image aujourd'hui, mais on aura bien effleuré le sujet. Et je pense que pour ce soir, on ne commencera pas à essayer d'automatiser l'install d'OCS dans l'image. Ça sera, je pense, le sujet d'un prochain live. Tout dépend de notre avancement. Bon, on peut espérer qu'il va y avoir du monde qui arrive. Oui, ça va venir. D'ailleurs, toi, Fitsu, t'as bossé toi sur Distro Builder, non? T'as jamais bossé là-dessus? Surtout tes ce qui va être Elite C et compagnie. Ok. D'ailleurs, j'ai oublié de dire ça, tu pourras dire ça à Gilles pendant que j'y pense, mais ça fait quoi en fait? En gros, ça va générer un template en fait, Elite C. Donc en gros, derrière, en fait, c'est un route FS, tout simplement. Ça va générer un route FS compatible avec Elite C. Et donc après, sur ton hyperviseur, comme Proxmox ou autre, en fait, ça va réutiliser le route FS. En fait, c'est un route FS qui va être utilisé, en fait, tout simplement. Donc le but, c'est d'avoir un route FS le plus complet pour déployer la solution. Oui, exactement. Exactement. Et il y a LXD aussi. Alors LXD, alors de mémoire, c'est exactement pareil, sauf qu'il y a une couche de réseau différente. Ah, tiens, on a de la concurrence. Je vois que je suis pas le seul à streamer aujourd'hui. C'est raté, j'avais pas vu. Bon, bah, cette fois-ci, il y a personne. Ah, oh, on est trois quand même. Bon, s'il n'y a pas grand monde, sinon on ira le suivre, c'est pas trop grave, on le fera un autre jour. Oui, j'ai vu ça, ouais. Salut! Donc on attend qu'il y ait un peu de monde, sinon on va voir ce qu'on fait. Donc le projet pour l'instant c'est du Elite C. Donc on va créer un template pour OCS Inventory. C'est un magnifique logiciel qui est très pratique par contre, hein, et très déployé, donc c'est sympa. Si on peut le mettre en public après, ça pourrait être sympa. Donc bah, bienvenue sur le live. Donc on attend d'être un chouïa plus pour que on commence. Alors oui, j'ai pas de webcam, pas pour ce live. Donc c'est normal, c'est pour une prochaine fois. Donc on va voir. Parce que du coup il y a Yves qui live aussi, je l'avais pas vu. Donc on va voir, sinon on veut. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, je pense qu'on va pas dépasser. Bonjour. Bon, on peut attendre encore, on va attendre 5 minutes et on va voir. Donc bienvenue. Donc on commence dans à peu près 5 minutes, je pense.
Voilà. Hmm. Salut! Il y a du monde en fait! Avec Docker, honnêtement, moi je vois très peu de différence, à part que Docker, à ma connaissance, n'est pas déployé dans des hyperviseurs, là où LXC est dans des hyperviseurs. Donc il y a Proxmox, il y en a plein. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de... Enfin, il y a moins de choix, mais les distros ont l'air de plus supporter, j'ai l'impression, de manière officielle. Alors ça c'est de l'observation, là, j'ai pas de preuves là-dessus. Et notamment, de mémoire, si je dis pas de bêtises, LXC s'est développé en tout cas soutenu par Ubuntu, si je dis pas de bêtises. Et je crois bien que c'est eux qui le développent. Mais je suis pas sûr du tout. Après, c'est le même principe qu'OpenVZ ou les jails de FreeBSD. Tiens, je viens de vérifier, ouais, c'est bien Canonical qui fait LXC, donc voilà. Et c'est plus maintenu que Unity. Tu veux dire... Ah oui, 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 il n'y a pas de driver, il n'y a rien, hein. Ça va vraiment être un conteneur. Le kernel, il est récupéré sur l'autre comme Docker. C'est vraiment le même principe que Docker. Normalement, il n'y a pas de driver, il n'y a pas de kernel qui se lance, il n'y a rien. Et il y a un système alors sur LC justement où tu peux faire des conteneurs en mode route ou sans route. Oui, oui, tu peux tout gérer. Alors par défaut alors l'IP etc. Tu l'as défini sur Proxmox. Tout est géré sur Proxmox. Tu peux lui mettre tes bridges, tu peux lui mettre tout ce que tu veux. Après ça c'est oui, et c'est beaucoup plus léger qu'une VM KVM. Oui, oui, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est surtout le côté intégration à l'hyperviseur où l'hyperviseur il va nous gérer pas mal de choses. Alors l'interface en ligne de commande elle est pas très utilisable je trouve. Par contre, je pense qu'on ne l'utilisera pas dans ce live où on passera direct sur Proxmox où ça va être beaucoup plus simple à mettre en route. Bon bah je pense qu'on peut commencer, je pense que on va pas être beaucoup plus. Et il y a mon Firefox qui ne marche plus. On le relance. Vous devriez voir exactement, c'est bon. Alors, restaurer. Donc, j'ai découvert LXC, enfin la création de templates notamment pour le projet que Fitsu connaît d'ITSMNG. Voilà. Donc en gros, c'est vraiment un fichier texte, un YAML. Donc en gros, on lui donne une image de base, on lui dit je veux une Ubuntu dans ce contexte, la version, l'architecture. Et donc après, en fait, bêtement, en fait, on va avoir une Ubuntu dans ce cas-là en 64 bits où on va lui donner. Alors je me rappelle plus trop le rôle des fichiers, donc on va les ignorer pour l'instant. Mais grosso modo, après on lui génère une conf réseau. On va lui installer des logiciels, voilà. Donc après, c'est un peu comme un playbook Ansible. Ça va être aussi simple que ça. En sachant qu'en fait, tout ce qui va être mot de passe route, etc., qu'on rentre sur Proxmox, en fait, c'est Cloudinit qui gère ça. Comme les VM KVM où on peut faire ça. Avec un template où en fait on a un petit disque Cloudinit.
Et merci pour le follow. Donc voilà. Donc c'est notre projet pour la soirée. Voilà. Donc en fait on a un grub, on a exactement une architecture classique dedans. Voilà. Donc après, alors le problème que j'ai vu notamment, c'est qu'actuellement il n'y a pas de moyen avec l'outil DistroBuilder de mettre des fichiers en local. Donc le petit problème c'est que en fait il faut pratiquement héberger tout le temps ces fichiers qu'on inclut. C'est la solution la plus simple. Voilà. Donc l'outil est développé par EliteC, donc c'est un outil officiel que vous pouvez utiliser, il est open source. Merci pour le follow. Euh, Alors non. Alors tu on le ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas le release sur le dépôt. Faut que je vais sur mon dépôt à moi. Où je vais le trouver? On va le trouver dans les pull requests. Ce sera plus simple. Tac. En gros, en fait, alors, en fait, on va avec ce fichier-là, en fait, on va générer un route FS en targz. Et c'est le targz qu'on va inclure sur Proxmox. Donc, je me suis foiré. Voilà. Donc, c'est dingue ça. J'ai pas mis de release. Celui-là, j'ai dû mettre des releases. Voilà. Donc, en gros, on a vraiment une archive tar qu'on inclut dans Proxmox. Donc, on peut aller sur mon Proxmox perso. Ah, super. Bon, on va passer sur l'autre navigateur. Pas le choix. Alors, oui, d'ailleurs, ça n'a pas l'air très au point, des fois, Firefox sur les certificats SSL, j'ai l'impression. On va passer en capture d'écran, ce sera plus simple. Pipwire, ça doit marcher. Non. C'est le premier live, hein, donc c'est normal que ça marche pas parfaitement. Voilà. Normalement, vous devriez voir l'écran entièrement. Donc, on va se mettre un petit Chrome. Voilà. Donc, on va se... Je reset partout mon historique. Alors. Voilà. Faut jamais faire ça d'ailleurs quand elle reste en route. Hein. Donc, on va dans les stockages et on a un onglet CT modèle. Donc, c'est des modèles qu'on va inclure. Donc, c'est les targz qu'on inclut. Les routes FS plutôt. Donc, on a du Alpine, on a du Debian, on a toutes les distros qui proposent des templates EliteC. Donc, l'archivage, il est au choix. La méthode de compression plutôt, je veux dire. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un route FS. D'ailleurs, on peut même s'amuser à le regarder. Normalement, ça va. On a la fibre, donc ça devrait être rapide. Tant qu'à faire, autant bien expliquer. Donc, si je vous ennuie, n'hésitez pas à me dire pour que j'accélère. Et on passe direct à la création. Donc voilà. Donc de mémoire, généralement, par exemple, un conteneur Alpine en 20 mégas de RAM, il utilise 20 mégas de RAM à vide. Donc c'est vraiment très réduit.
Et donc voilà, c'est bêtement une archive système. Tout le routefs, c'est dans une archive. On pourrait d'ailleurs s'amuser normalement. J'ai pas testé, mais normalement, on pourrait très bien, par exemple, compiler une LFS et avec quelques modifications, l'archiver, donc la compresser plutôt. J'utilise mes mauvais termes. Et la mettre dans Proxmox. Normalement, ça devrait marcher si le kernel est bien configuré. Non, pas besoin de kernel, mais si tous les outils sont bien configurés, normalement, ça fonctionne. En sachant qu'il faut Cloud Init. Donc, il faudra toujours dépasser le LFS. Mais c'est possible, si vous avez une LFS, vous pouvez très bien la convertir en template LXC. Donc, je pense qu'on est bon. Donc, le projet est très documenté. Donc, on a tout un dossier avec des ressources, des exemples, notamment avec Sabayon, donc c'est de la Gen 2 pour ceux qui ne connaissent pas. Et le plus intéressant, parce que c'est celui que j'ai utilisé, donc c'est celui que je connais le plus, l'exemple avec Ubuntu. Donc on va partir de cet exemple et on va s'amuser à installer déjà un petit serveur web. Donc pour au moins avoir un début. Bien sûr, après, il faudra pour OCS Inventory rajouter toutes les dépendances Perl et la base de données. Donc, on ouvre notre terminal favori. Hop. Qu'est-ce que j'ai ici? YAML. Voilà, donc là on peut travailler. Donc, on est bon. Donc, on va regarder dans l'exemple le Ubuntu Disco. Et globalement, en fait, il va copier ces fichiers conf, le TCOS, le lostname. Ah, j'ai de l'écho. Comment je vais pouvoir résoudre ça? Est-ce que ce serait pas mon bureau qui rajoute? Est-ce que là c'est mieux? Il y a moins d'écho? D'accord. Bon, bah c'était peut-être mon audio du bureau qui se renvoyait. Très bizarre. Donc, au moins, je sais que quelqu'un m'écoute. C'est positif. Donc en fait, là, on va faire toute la copie des fichiers. Donc, on peut spécifier les versions de la tâche. La tâche va s'exécuter sur tel numéro de version d'Ubuntu. Donc la bionique, la focale. On peut spécifier l'architecture. Si par exemple on veut faire un template pour ARM et 64 bits, il y aura peut-être des paquets qui seront disponibles qu'en 64 bits ou qu'en ARM. Donc là on peut spécifier pour chaque tâche. Voilà, donc là pour l'instant on va pas trop s'intéresser à cette partie. Donc comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un grub. Donc c'est vraiment un OS pur. Et là, on arrive avec les paquets. Donc, on va se faire une petite ligne propre. Ici, ça me paraît bien. Après, ah oui. Alors, de mémoire, il ne faut surtout pas mettre de tabulation dans ces fichiers-là. Alors, on va se mettre package, tout simplement. Et on va se mettre un Apache 2. Pour l'instant, on va le faire très simplement. Et j'ai failli oublier,
il faut préciser l'action. Donc, action, install. Donc, on peut évidemment supprimer des paquets qui sont inclus de base. Il y a peu d'intérêt, mais on peut le faire. Donc, maintenant, on va compiler le rootfs. Donc, on va utiliser DistroBuilder. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il peut builder du LXC et du LXD. Pour l'instant, on ne va pas trop s'intéresser. On pourrait très bien recréer une image, depuis un rootfs existant. Et on peut même s'amuser à repackager une ISO Windows. Je ne sais pas pourquoi il y a ça dans l'outil, mais pourquoi pas. Donc, dans notre cas, on va builder un template LXC. Donc, on va utiliser build LXC. Build LXC. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, pardon, oui. Distro Builder. Et on va lui donner le fichier. Et il faut être root, malheureusement. Et donc, il va récupérer les sources. Et vous allez voir qu'en fait, il va se comporter comme une Debian, comme si on l'installait avec apt install. Donc, il récupère ses sources. Donc, en fait, c'est très simple à maîtriser. En fait, si on a compris le système d'Ansible, en fait, c'est plus ou moins proche. C'est pas exactement le même fonctionnement, mais la méthode d'un fichier de configuration, c'est la même chose. D'ailleurs, mon son est bon? Oui. Et je vous ennuie pas trop, moi. Parce que peut-être que je radote. Donc normalement, ça va pas être trop long. Très long. Et si je dis pas de bêtises, la partie LXD, c'est du SquashFS en plus. Dedans. Ou LXC, c'est vraiment une archive pure. Donc ça va être un peu long. C'est normal. Et j'espère que vous n'entendez pas trop les ventilos. Parce que malheureusement, le PC commence à se mettre en route. Donc comme vous pouvez le voir, ça ressemble en fait à une install si on ferait sur un apt install en fait. Donc c'est une technologie qui est plutôt bien intégrée sur les hyperviseurs. Il y a plein de distributions qui l'utilisent, des petites, des grandes. On a un large choix. Et c'est vrai que comme Fitsu l'a dit, c'est beaucoup plus simple à déployer en fait pour un service parce que l'avantage c'est que tout est dans l'hyperviseur. Alors bien sûr, il faut choisir le bon hyperviseur parce que par exemple VMware ne le supportera pas. Là où le choix de Proxmox peut être très intéressant, c'est qu'il combine LXC et QEMU. Donc c'est et vu que c'est un conteneur, en plus, il est bien isolé. C'est une bonne méthode de sécurité. Moins qu'une VM, évidemment, mais c'est propre pour déployer un service. Donc là, typiquement, là, on voit exactement que c'est bien un apt qui se lance. On a les mêmes messages. Et donc après, je vais vous l'importer et je vais vous montrer un peu l'intégration dans Proxmox.
On doit bientôt avoir fini là. Apache s'est installé donc. Alors on peut évidemment faire de la copie de fichiers, on peut tout faire. C'est pas, c'est pas limité. Alors il existe d'autres outils hein, évidemment pour créer des templates. Alors il n'y a que celui-là que je connais, c'est celui qui est officiel et que pendant le temps que ça se crée, je peux vous montrer. Il y a un répertoire, enfin un site euh, où on peut télécharger des templates. Et c'est le Linux Container, donc hébergé chez Canonical. Et on a un large choix. On a du Alma Linux, on a du Alpine, qui est un très bon choix pour faire des petits conteneurs. On a du Alt. Alors Alt, ça doit être Alt Linux, ça doit être la distro russe, dérivée de Mandrake. Je connais pas. Je pourrais pas vous dire. De la CentOS, de la Debian, de la Devuan, ça c'est bien. De la Fedora, de l'OpenSUSE, de l'Oracle, de la Rocky, de l'Ubuntu, de la Void. Donc on a un large choix. Et bien sûr, après on peut les créer nous-mêmes. Rien ne nous empêche de faire d'intégrer l'OS qu'on veut dans le conteneur tant que c'est du Linux. Ce BSD ne sera pas supporté. Donc, l'image va bientôt se finir. Ça va plus être très long. Alors évidemment, le template que vous utilisez, c'est comme si on intègre une base. Alors j'ai plus le terme sur Docker. Une image Docker justement. Voilà. Si on intègre une image, évidemment, c'est pareil. Le, le template, on peut le réutiliser, il n'est jamais modifié. Évidemment. Donc derrière, il va le copier, il va le décompresser et il va le mettre en conteneur. C'est plus ou moins proche de Docker ou d'OpenVZ, s'il y en a qui avaient utilisé ça à l'époque. Alors évidemment, le choix, si vous déployez une solution, ça peut être très intéressant de mettre des tests d'intégration continue. Ça peut être très intéressant, c'est ce qu'ils utilisent Canonical pour générer leurs images Ubuntu et compagnie, parce qu'ils sont générés normalement tous les jours. Donc les images sont très à jour normalement. N'hésitez pas si vous avez des questions, je pense qu'on a un peu de temps devant nous. D'ailleurs, je viens de voir que il est mal cadré. Bon, on va le faire comme ça. La mise à l'échelle est pas terrible. C'est le début. C'est le premier live. Il n'est pas parfait. Et à mon avis, ça vaut pas un live d'Emile ou de Fitsu. Vous connaissez un peu le principe de Cloud Init ou vous voulez que j'en parle un petit peu? Vu qu'on va l'utiliser indirectement. Ok, donc, alors on va aller sur le Proxmox. Ça va être
Ah oui, c'est pas celui-là. Ici. Donc, par exemple, on va prendre une VM UTSMNG. Tiens. Très bon logiciel que je vous conseille d'utiliser, qui est un fort de GLPI, qui est excellent et que vous pouvez bien sûr intégrer à votre OCS. Donc, Cloud Init, l'intérêt, c'est que, en fait, vous installez une fois, par exemple, votre... Oui, exactement. Donc, l'intérêt, c'est quand, par exemple, vous allez installer une Debian. Voilà, vous l'avez installé votre serveur mail ou n'importe quoi. Vous le convertissez en template. Donc, normalement, c'est un Cloud Init. Vous êtes obligé de faire en fait un clone et d'aller sur de démarrer la VM, de modifier votre conf réseau, de votre mot de passe, etc. Là, il y a un petit agent qui s'appelle Cloud Init. Et donc, dans chaque VM, en fait, il va avoir son fichier Cloud Init. Donc, via Proxmox, c'est graphique. Là, il faut juste que je crée une image. On peut la créer d'ailleurs. Par contre, j'ai pas tout. J'ai pas Cloud Init dessus, donc le résultat sera pas terrible. Et faut reboot. Super. On fait pas ça, normalement, c'est pas propre. C'est pour gagner du temps. Et ça se trouve, ça va même pas marcher en plus. On va l'arrêter proprement. Voilà. Normalement, on y a accès. Cloud Init. Oui, il est là. Donc là, on a accès. Donc en fait, on va pouvoir lui définir un utilisateur, un mot de passe, un nom de domaine, un serveur DNS, une clé SSH et une conf IP. Et à chaque démarrage, en fait, l'agent, il va se mettre en route. En fait, c'est un service systemd ou un service sysvinit. Enfin, un service init. Donc, et donc, l'intérêt, c'est qu'il il va relire à chaque fois ce petit fichier. Et donc, en fait, il va remettre à jour la configuration. Donc, typiquement, vous changez l'IP, vous redémarrez, il va la prendre en compte. Vous avez oublié votre mot de passe, vous changez le mot de passe, vous redémarrez, ça va fonctionner. C'est ce que certains hébergeurs utilisent, notamment, j'ai vu ça chez Pulse Héberge, où notamment ils utilisent Cloud Init justement pour faire du reset de mot de passe et de l'application d'IP. C'est vrai que pour de l'hébergeur, si vous êtes un hébergeur, c'est vrai que Cloud Init est une bonne option. Voilà. Donc vous avez compris à peu près le principe. Et en fait, c'est exactement pareil sur le conteneur. Ça va utiliser exactement pareil, sauf qu'il n'y aura pas de disque, tout sera intégré. Donc normalement notre image, elle est installée. Enfin, elle est compressée plutôt. On l'a, donc on a une archive de métadonnées. Pour l'instant, on s'en fout. Et on a le rootfs. Voilà. Donc on va peut-être le renommer. On va l'appeler web. Voilà. Donc on va l'intégrer dans notre Proxmox. En template. On l'importe. D'ailleurs, le thème Dark, c'est un petit repository qui se trouve sur GitHub si vous le voulez. Le mettre aussi en Dark. C'est un petit script en fait. Bon, le seul problème, c'est que quand on fait des modifs dans Proxmox, à chaque mise à jour de l'interface, ça saute. C'est le petit défaut. Donc voilà. On a le template. Et donc, on va créer un conteneur. On va lui donner on va le mettre en 200, ça on va bien le repérer. Donc on va l'appeler web. Voilà. Il y a la notion de conteneur non privilégié
ou sinon il est lancé via un compte-route. Donc voilà, donc on va mettre un mot de passe sécurisé. Voilà, on peut lui donner sa clé SSH. Si je l'ai par là, bon, on va la faire, on fera ça plus tard. Le modèle. Oui, c'est absolument pas mot de passe sécurisé que j'ai mis. Donc, ah, pourquoi on ne l'a pas? Évidemment. Je ne l'avais pas importé. J'étais sûr de l'avoir importé. Bon, bah, on le refait. Ou alors j'ai importé l'image d'ITSM, à mon avis, c'est ça que j'ai dû faire. SRC, C, web. Donc voilà. On crée le conteneur. Web. Voilà. Donc, on a notre template qui est proposé. Donc le routefs. La taille, on va lui laisser 8 Go, c'est bien. On peut lui rajouter autant de disques qu'on veut, évidemment. Ça reste une VM. Alors on va lui mettre 4 cœurs, comme ça va démarrer vite. On a du swap, on a de la RAM, on peut tout gérer. Et donc, comme Fitsu me demandait, le réseau, c'est Proxmox ce qu'il gère. Donc, on peut lui mettre notre VMBR. Donc, je vais lui mettre en VMBR 2. Et on peut lui changer son nom de l'interface visible dans le conteneur. Le pare-feu Proxmox, on peut lui taguer un VLAN si on a envie. On peut lui mettre une IP ou pas. Je vais lui mettre un DHCP. On va lui mettre un serveur DNS au cas où. Et normalement, ça devrait être bon. Donc, il va extraire en fait le routefs. Et dedans, en fait, ça fait un système un peu une chroute, plus ou moins. Voilà. On va se connecter. On va chercher son IP. Et... ah, je viens de penser à un truc. On a installé, mais on n'a pas... est-ce qu'on peut cloner, backuper? On peut backuper. Sauvegarde. On peut cloner. Oui. On peut même en faire un template. Ça va fonctionner exactement comme une VM. Juste, par exemple, on peut... bon, on va corriger mon petit problème que j'ai pas démarré le service. Et donc, on peut voir Primenzen. Voilà. L'utilisation de la RAM avec un serveur Apache qui tourne. Donc, autant dire, au niveau ressources, on y gagne. Au niveau espace disque, on y gagne aussi, généralement. Parce que, évidemment, c'est plus léger, il n'y a pas de kernel. On est à 600 mégas. Évidemment, si j'aurais mis une Alpine, par exemple, on aurait eu de meilleures performances. Enfin, un espace disque moins utilisé. Donc voilà. Donc en fait, ça se gère comme une VM. On peut littéralement tout faire. Bon, il y a certains logiciels qui peuvent potentiellement mal fonctionner. J'en ai pas encore vu, mais c'est possible. Faut tester. Mais alors moi, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de faire des VM. Donc j'ai tendance à faire des VM. Mais c'est vrai que
une fois qu'on a un template, en fait, c'est vraiment plus intéressant pour du déploiement de faire un template. Par exemple, typiquement, le template ITSM que j'ai fait, il est très intéressant parce qu'en fait, on le déploie. Oui, normalement. Donc, normalement, ETC, pardon, proc, CPU. Voilà, et normalement, on doit avoir un Xeon. Donc, on a bien le CPU du bar métal. Vraiment, le kernel utilisé, d'ailleurs, on peut le voir, c'est le kernel du Proxmox, de l'hôte. Donc évidemment, ça peut être très intéressant d'avoir un kernel en live patching sur le Proxmox, parce que comme ça, le conteneur, normalement, aura automatiquement le kernel de l'hôte à jour. Alors malheureusement, généralement, ces solutions de kernel coûtent assez cher. C'est le défaut. Donc là, évidemment, moi, c'est le kernel statique, mais typiquement, dans une entreprise, ça pourrait être très intéressant d'avoir du live patching en kernel, et donc tous les conteneurs seraient à jour automatiquement avec le kernel. Alors, j'ai pas testé, peut-être qu'il faudra un redémarrage. Un redémarrage. Ça j'ai vraiment pas testé, mais techniquement, déjà, la maintenance est moins importante. Donc normalement on peut tester, le serveur mail il va fonctionner. Le serveur web, pardon, va fonctionner. Normalement, si l'interconnexion fonctionne toujours, c'est bon. Oui. C'est comme une VM, on va pouvoir le mettre sur un cluster, c'est pas un problème. Ça a exactement les mêmes fonctions qu'une VM. Alors là, j'ai pas de cluster pour te montrer, mais normalement, on peut même théorie. Ah non. Alors, par contre, ça, je sais. J'ai pas testé. Peut-être bien que tu peux même mettre en réseau aussi les. Comment on appelle ça? Les bridges OVS. Normalement, ça, tu peux. Vraiment, toutes les fonctions peuvent être utilisées. C'est pas un problème. D'ailleurs, je viens de. Ouais, c'est bon, en fait, j'ai rien donné de bien compromettant. Donc voilà. Donc globalement, voilà. Donc évidemment, on peut changer les IP. Normalement, si je mets 10.0.2. Qu'est-ce que je dois avoir en dispo? Je dois avoir 51, ça doit être bon. Ça, j'ai 24. Et normalement, on peut modifier l'IP, c'est pas un problème. Voilà. Et alors, je sais plus par contre si faut un reboot ou pas. Pas besoin de reboot. Donc en plus, la plupart des changements peuvent être faits sans redémarrage à chaud. Bon, évidemment, là, c'est pas très optimisé parce qu'il va y avoir 2 IP. En soi, c'est pas trop grave parce que là, ça va être la même gateway. À chaud. Donc je suis plutôt fan. Alors par contre, j'ai remarqué que justement, vu que je suis encore au lycée, pour ceux qui ne savent pas, on a des Proxmox sur des serveurs pas très puissants. Et j'ai remarqué quand même que sur les serveurs vraiment pas puissants, le LXC est potentiellement plus lent qu'une VM en KVM. Mais là, j'ai un Xeon qui est plutôt mauvais. C'est vraiment ça, c'est de la gamme Echo Soyuz Start. Donc c'est pas du serveur de malade. Donc vous voyez, c'est un serveur. Donc c'est un petit et c'est plutôt fluide. Donc il est là. Donc on peut la supprimer pour l'instant. On n'en a pas besoin.
D'ailleurs, tu devrais tester, Fitsu, tu... Oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est plus... Je pense que c'est ça aussi qui limite. Donc, on va modifier pendant qu'on y est. Euh, donc, au moins... Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah, donc voilà. Donc en fait, c'est plutôt simple à mettre en place. Surtout qu'on a des templates préfaits. Donc c'est pas un problème. Et d'ailleurs, on peut très bien intégrer en même temps, vu qu'on se fait une petite présentation d'OCS, ça peut être intéressant. D'LITC, ça peut être intéressant. Je montre par exemple ITSM, NG en LITC. Donc il ne faudra pas qu'ils oublient. Par contre, personne n'a fait la release sur le GitHub. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc voilà. Et en fait, on peut très bien s'amuser à mettre des scripts au démarrage dans un bash RC, c'est pas un problème. Donc je peux vous montrer un exemple typique en même temps. Ça doit être lèche ça. On va mettre 30. Là c'est large. On va mettre des swaps. 4096. Hop. VMBR 2. DHCP. Voilà. Voilà. Donc en même temps parce que ITSM c'est la meilleure solution, donc en même temps ça va permettre de vous montrer comment vous pouvez la déployer très rapidement dans votre boîte. J'aime beaucoup ITSM. C'est vrai que je la trouve même quand on compare par exemple à GLPI 10, c'est une horreur. J'ai voulu, j'ai dû bosser dessus la semaine dernière. J'arrivais plus à trouver le bouton euh, pour, euh, pour activer l'inventaire automatique avec le nouvel agent qui est un fork de fusion. Donc c'est vraiment très mal fait. Parce que oui, normalement c'est pas activé par défaut. Il propose l'agent, mais on peut pas envoyer par défaut les infos. Encore un truc de JLPI. Hein. Donc là on peut se connecter. J'ai mis quoi? Ah oui. Et voilà. Donc on peut très... Ah. Et donc on peut mettre un script bash au démarrage. Moi j'ai mis ça dans un bash RC, c'est pas un problème. Et donc en fait ça reste du classique. En même temps, ceux qui n'avaient pas vu, comme ça, maintenant vous savez il y a un conteneur LXC qui installe tout automatiquement, sauf le plugin OCS que j'avais pas mis. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire, Fitsou, si tu veux que je fais une pull request pour installer le plugin OCS en même temps. Oui. Alors, tu vas sur... on va aller sur le GitHub d'ITSM. TSM G, si j'ai pas de bêtises. Non. Ah bah tiens. Je savais pas que ce compte existait. Voilà. On va le trouver, je pense. Voilà. Donc vous l'avez. Alors pour l'instant, il n'y a pas de... Ouais, bah je ferai une pull request du coup pour installer OCS en même temps, le plugin. Donc voilà. Bon, c'est pas moi, c'est pas exactement ma doc, elle est mieux faite. Mais voilà, vous pouvez l'installer. Par contre, il va falloir le builder parce que personne n'a fait la release. Donc voilà, mais vous pouvez la builder, c'est fonctionnel.
il y a une doc aussi normalement sur le wiki d'ITSM, si je dis pas de bêtises. C'est dommage que le wiki est jamais mal référencé. Il est toujours mal référencé. Hop. Et normalement, voilà, vous avez la doc. Bon, l'install est un peu long évidemment parce que il va rapporter tout dans la base de données, donc c'est long. Mais derrière, il n'y a rien à faire, tout est automatisé. Il ne va pas avoir la page web d'ITSM où il va vous demander les infos de la BDD et compagnie. Voilà. Donc évidemment, les templates, c'est standard, vous pouvez l'utiliser partout. Donc si vous avez un autre hyperviseur qui fait du LXC, c'est possible. Je vois pas ton commentaire, je vais regarder sur Twitch. Honnêtement, tu mets Prodsmot, c'est bon. Si tu veux builder, tu installes... Ah oui, par contre, pour Distro Builder, il faut installer LXC, si je dis pas de bêtises. Donc si vous voulez builder, je crois qu'il faut aller... je sais plus. Il faut regarder la doc. Il y a une doc... je m'en rappelle plus. J'ai LXC sur mon PC, donc je peux plus trop... Ouais, faut peut-être pas... Ah, il faut peut-être pas. Mais oui, tant que vous avez un LXC pour builder, l'outil est... Ah oui! Ah oui, pardon. Qu'on pourrait ajouter en plus. Ouais, même moi, c'est le soir, hein, donc. C'est possible que des fois, même moi, les questions, je peux les prendre à l'envers, hein. Donc, c'est pas grave. Bah, à moins que Fitsu pense à autre chose, mais honnêtement, à part le plugin OCS, je vois pas. D'ailleurs, c'est vraiment bien les outils d'ITSM, là. Et j'ai vu qu'il veut voir l'application, là. Que je la regarde de temps en temps, là, à l'avancée, parce que ça m'intéresse. C'est vraiment bien fait. D'ailleurs, j'y pense, Fitsu, vu que c'est Fitsu qui développe OCS, enfin, c'est sa boîte. Est-ce que OCS, d'ailleurs, il sait gérer les téléphones Android, voire iOS, pour la remontée? Après, je pense qu'iOS, pour récupérer les données, je pense que ouais, c'est pas possible, hein. Ok, c'est bon à savoir. Après, je sais que par exemple, iOS, par exemple KDE Connect, la fameuse application, c'est pas en fait, elle est quasiment inutilisable sur iOS parce qu'en fait, l'API derrière, elle envoie rien en fait. Ils ont accès à très peu d'infos. Mais iOS, c'est très bien. C'est, ça fait bizarre sur un live libre où je dis que iOS c'est bien, mais c'est vrai que c'est bien. Donc oui, il y a une application hein, mobile, si vous avez jamais vu. Elle est pas finie, hein, si j'ai pas de bêtises. Mais de tout ce que j'avais vu, elle était très bien. Et vous avez un template Grafana qui normalement fonctionne encore si vous l'avez. Enfin, j'ai pas la meilleure version. Ah super. C'est peut-être pas. Ah. Bon, ça va pas être pour aujourd'hui, la démo. Ouais. Alors, Fitsu pourra plus en parler avec moi parce que j'avoue que j'ai pas trop demandé j'ai pas demandé trop d'infos sur les devs, aux devs, mais c'est l'API. Ça m'étonnerait qu'ils se soient amusés à faire un truc en dehors de l'API alors que TSM a une API. Enfin, si Fitsu tu peux confirmer, mais l'appli elle doit fonctionner avec l'API, c'est sûr. Donc bon, je montrerai pas ce soir le Grafana, ça sent mauvais la petite histoire de certificat.
Donc on était... Ah bah tiens. Donc c'est... D'ailleurs, il faudra peut-être que je fasse une petite modif. J'y pense. Peut-être pour récupérer l'IP. Non. Ah non. Ah, je connais. Ah oui, j'ai vu passer ça. Ah oui. Merde. Oui, 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 j'ai vu passer ça. Justement aussi l'autre jour. J'ai pas testé. Mais ouais, ça a l'air propre, hein. Normalement, ça doit fonctionner. De toute façon, l'API d'ITSM est compatible avec GLPI. Donc normalement, on pourra même l'utiliser. Et c'est vrai qu'elle a l'air très bien. Bon, elle est plus trop maintenue. Mais bon, il n'y a pas grand chose à améliorer non plus. On va être honnête. Ça supporte quoi. Ah oui, c'est vraiment intéressant en plus. C'est vrai que pour une équipe, pour une équipe de support, ça peut être très pratique, hein, l'application, c'est vrai. J'ai pas testé. Ah, ça j'avais pas vu. C'est un partenaire de Techlim, ça. Je connais pas, j'avoue. Ah oui, en effet, oui, oui, oui. C'est sûr. Ouais. Ah oui, j'ai été sur leur site, ils font pas mal de trucs. Ils font du développement GLPI, des trucs comme ça. Honnêtement, les plugins sont pas foufou, hein, j'ai l'impression. Il n'y a pas Fusion Inventory. Alors, on était rendu à... Ah oui, donc ok. On va ramper. C'est le soir, j'oublie ce que je fais. Alors, ce qui se demande, c'est un serveur dédié, hein. Mais j'ai eu la bonne idée de mettre un tunnel L2TP entre chez moi et mon dédié. Comme ça me permet d'avoir les l'interconnexion des LAN. Donc un tunnel site to site. Donc c'est ITSM, les mots de passe. Je l'ai pas changé. D'ailleurs, ce serait un peu sale de le changer. Donc voilà, on a un beau ITSM NG fonctionnel qui doit mal récupérer ma langue. N'hésitez pas à le déployer, déployez-le partout, c'est une super solution. D'ailleurs, Fitsou, en BTS, on doit faire des projets. J'ai fait sauter le JLPI pour mettre un ITSM. J'ai pas résisté. Ils veulent nous faire enseigner par exemple la cybersécurité, mais c'est vrai que ils pensent pas, mais au CS, t'as la CVE, donc honnêtement, il n'y a pas mieux. Bon, il y a peut-être l'outil de Nidouille qu'elle a montré hier soir, là, j'ai oublié le nom, c'est Ruber ou un truc comme ça, Rumber ou je sais plus, qui avait l'air pas trop mal, mais bon, faut un certain budget. Voilà, oui, faut un sacré budget par rapport à OCS, c'est vrai, où on peut le déployer partout en fait. C'est aussi un peu sa force. Mais n'hésitez pas à déployer un ITSM. C'est génial comme solution, je trouve. Donc, Fitsu, tu auras bientôt une pull request, hein, pour le plugin OCS de base, hein. Ça sera fait. Parce que c'est vrai que j'y avais pas pensé. D'ailleurs, peut-être que si ça peut intéresser, je pensais faire, vu que sur mon infra, je pense mettre un SSO.
Donc peut-être que ça intéresse, si ça vous intéresse, peut-être qu'on préfère ça en live. J'hésite encore entre un Lemon LDAP ou un Keycloak. Donc peut-être qu'on pourrait se le faire en live, ça pourrait être sympa. Donc s'il y en a qui sont intéressés, on pourra se faire ça. Donc pour l'instant, on n'a pas tellement avancé honnêtement. Ok, bah je le ferai. Ah, c'est vrai. Euh... Ah, j'ai plus les contacts. Oui. Après, hein, s'ils sont chauds, ils peuvent venir en live, hein. Ils sont les bienvenus. Puis c'est vrai que Lemon Dap, pour avoir, bah, du coup, j'avais tout, pour avoir testé un peu visuellement, c'est vrai que c'est très bien, c'est bien fait, hein. Et c'est une belle solution. Elle est même intégrable à France Connect. Donc, on a quand même des beaux logiciels dans le libre. Bon, après France Connect, normalement, faut quand même avoir les accès pour pouvoir l'utiliser. Mais n'importe qui peut l'intégrer tant qu'on a l'accès à l'API. Bon, on peut continuer un petit peu. Donc, typiquement, on a des actions de post-update et de post-package. Donc, typiquement, c'est là où on va pouvoir activer nos services. Donc, par exemple, on peut s'amuser en sachant que quand on met une action, elle ne peut pas être doublée. Je ne pourrais pas remettre cette section-là deux fois. Il faudra absolument que je la mette dans cette section. C'est le petit truc à savoir. Sinon, ça va pas vouloir l'image va pas se compiler. Donc, on va en profiter ici. Normalement, on pourrait la mettre là. Pas trop un problème. Soit en post-pack. Je dis ça, mais il y en a deux. Il y a une subtilité que j'ai oubliée alors. Peut-être qu'on peut alors. Bon, alors j'ai rien dit. On va. Ah oui, je sais. C'est parce que celle-là, elle est limitée à une release ou à une architecture, ça on aurait mis. Et elle est globale, celle-là. Donc oui, on peut en mettre deux. C'est ça la différence. Donc on va en profiter en même temps. On va intégrer. On va le mettre sur la même ligne d'ailleurs. Apache 2. Donc, on a déjà un serveur web. On va regarder ce qu'on a besoin pour OCS. Bon, alors on sait déjà qu'il y a une base de données et des dépendances. Je vais aller un peu trop vite. D'ailleurs, je pense qu'on va pas trop tarder, hein. D'ailleurs, c'est fait par Factor, hein. Super boîte aussi. Donc le wiki. Et d'ailleurs, j'ai découvert ça, là, le MKDoc, si vous voulez faire des docs, c'est vraiment pratique. Parce qu'en fait, si vous êtes sur GitHub, en fait, vous avez juste à envoyer vos markdown et il va vous générer ça. C'est très bien fait. Alors par contre, j'ai pas réussi à voir si on pouvait. Normalement, on va pouvoir l'intégrer autre part que sur GitHub. Donc, on va se trouver les dépendances nécessaires. Dans Newbie, peut-être. Non. Donc. On n'a pas de doc pour du deb. Si quand même.
Ah, ça oui, il doit avoir. Je l'avais vu l'autre jour, mais. Ah, c'était trop simple. C'est pour ça que je l'ai pas vu. Ok. Bon, alors on a du MariaDB. MariaDB client. Théoriquement. Oui, 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 c'est logique. Donc, nous. Après, dans le prochain stream, on nettoiera un peu le fichier. Donc, on va récupérer nos. Donc, on a fait ici. On va se rajouter le client, le serveur. Et normalement, on va se taper du... Ah! Ça va être un peu embêtant. Alors, bah là, typiquement, ça pourrait être très intéressant. C'est que après cette étape-là, on va pouvoir intégrer euh, une action qui va supprimer les dépendances inutiles de compilation. Typiquement, les builds essentielles, quoi. Normalement, on n'aura plus besoin après la création. Donc on pourra les supprimer après. Voilà. Donc là-dessus. C'est vrai que ça doit être basé sur de la Debian. Donc peut-être que... Alors, il y a un outil normalement... Enfin, il y a un site super pratique, c'est dp4js. Généralement. Après, je ne sais pas s'il va accepter la notation Perl. Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est là où c'est très intéressant au niveau des Red Hat. C'est qu'en fait, on peut... D'ailleurs, je ferai peut-être un live, si ça peut intéresser, sur le package de RPM, si ça peut intéresser. On verra. Il y a plein de petits sujets comme ça qu'on pourra faire, qu'on pourra traiter. Et en fait, on a des notations comme ça, RPM légères. C'est très intéressant là-dessus. Donc, on va peut-être tester comme ça. Parce que je me rappelle. Non, c'est pas ça. Après, il y a peu d'espoir. Ah, 2008. Je pense qu'on va devoir se le compiler. Théoriquement, ouais, on peut aller voir sur le site de Debian. Package. Je n'utilise jamais le site, donc visualiser les paquets. C'est pas ça, tous les paquets. C'est mal foutu par rapport à Archinuts, hein, là. Ah, c'est ma connexion qui lâche? Non. Ah, c'est là. Donc ça doit être... je crois que c'est des notations, c'est des trucs comme Perl 5, non? Je crois. Alors, s'il y a des gens qui se rappellent bien des notations... En soi, je mets une CMS, ça pourrait peut-être passer.
Oups, j'ai mis un qu'il fallait pas. On utilise peut-être. Je pense que c'est mal barré. Semelle. Je pense que ça y est, toujours pas. Bon, bah on la compilera, ça c'est pas un problème. Ah, ça serait peut-être plus intéressant au final, du coup, peut-être de se mettre une VM basée sur Oracle. Oracle Linux ou Alma. On va rester là-dessus. Hein. Donc, évidemment, une fois qu'on aura fini cette archive, je la mettrai sur GitHub. On verra. On verra après si elle fait des heureux et si elle va être intégrée. Voilà. Oui, donc là, les lives sont un peu à la cool. Hein. On n'apprend pas forcément énormément de choses sur mes lives pour l'instant. Et je suis très mauvais en développement, donc c'est vrai que je pourrais pas vous faire des lives de développement, ça c'est sûr. Donc, voilà. Pour l'instant, voilà. Donc, on a ça. On va installer du PHP. Donc là actuellement, c'est de la Ubuntu. Je vais bien regarder. Elle est peut-être vieille celle-là. Ubuntu Disco. Ça, je crois pas que c'est une LTS. Ça. Ubuntu Disco. Ah oui, en effet. En fin de vie. Ah bon. On va la migrer. On va utiliser notre base. On va passer en 22, tant qu'à faire. Voilà. Et donc, c'est Jamy. Ça, c'est bon. Normalement, on est bon. Il va juste falloir... Ah bah, c'est Jamy. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, 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 oui. En fait, elle va intégrer pour les dépendances, en fait, DistroBuilder, en fait, il lance un apt. Hein. Donc forcément, il va prendre toutes les dépendances. Si c'est ça ta question, si je la comprends bien, c'est ça. Donc forcément, ça va prendre toutes les dépendances. Donc voilà, donc on va prendre la 2204. J'imagine que c'est trop grand. PHP 8, 8.1. On m'a dit que normalement la 8.1 elle passe. La dernière fois, ça n'avait pas fonctionné, mais c'était il y a quelques mois. J'ai bon espoir. Donc là, on a les dépendances Perl et PHP, évidemment. Tac. Tout est packagé, rien n'a changé de nom, normalement. Donc on est bon. Make, on l'a... Make et build essentiel, on n'en a pas besoin. Tac. Tac.
Donc aujourd'hui, évidemment, on va pas on va juste installer les dépendances. On va pas passer sur de l'install automatique d'OCS. Mais on va le faire évidemment parce que sinon c'est un peu bête d'avoir juste un template avec juste les dépendances où il faut installer OCS dessus. Donc là, normalement, on doit avoir toutes les... Ah oui. Il nous en manque une. On va le mettre là, tiens. Tac. Tac. Donc là, on est bon. Voilà, donc on installera, et ça veut dire... Donc en gros, je vais reprendre le même principe que sur le conteneur Elite C d'ITSM. Donc on va avoir un script bash qui se lancera. Parce qu'on va devoir configurer de la base de données et c'est pas terrible de mettre un mot de passe par défaut. Autant mettre un petit script avec un petit prompt en graphique comme ça. D'ailleurs. Donc on va peut-être se créer un dépôt GitHub d'ailleurs. Chrome, il est là. Comme ça, on va y penser. Alors. Donc n'hésitez pas à y contribuer si vous avez envie. Donc OCS inventory. Ils l'ont nommé comment sur GitHub. On va suivre un peu la... le style. Donc voilà, on va le mettre en public. On va le mettre sur une licence... Honnêtement, je connais pas les tops des licences. Vous me conseillez quoi comme licence d'ailleurs pour les projets open source? De la BSD, de la GPL? Vous avez une préférence ou pas? Parce que j'avoue qu'il y a très peu de changements quoi, dans les licences. Enfin, il doit en avoir, mais j'avoue que j'ai jamais eu la force de lire les licences. Alors, je sais qu'il y a une guerre entre la GPL 2 et la GPL 3. Ça, je le sais. Les autres, honnêtement, bon, ça vous va une licence BSD? Parce que bon, pire, ça change une licence. C'est vrai que les licences, je sais même pas trop à quoi ils correspondent. Bon, on va lancer. Voilà. On va tout de suite mettre sur GitHub ce qu'on a fait. Donc MV OCS sur OCS. On va récupérer le git ignore d'ailleurs. Normalement, je crois que j'en ai un. Ah, d'accord. Est-ce que je l'aurais oublié? Je crois qu'il manque des trucs. Vraiment que je l'avais mis dans le premier dépôt. Tac. Qu'est-ce que j'avais fait comme git ignore? Ah oui, pour ajouter le squash fs et le pointard. Comme ça, si vous lancez des images en LXD, vous n'aurez pas le problème.
Tac. On va améliorer un peu le script, enfin le git ignore. C'est vrai qu'il n'est pas terrible. Voilà. -m. On va l'appeler first commit. On va pas s'embêter. Ouais. Plus perm. Voilà. Et je vais vous donner le dépôt, comme ça. Vous l'aurez sous le coude. Voilà. N'hésitez pas si vous voulez vous amuser en même temps dessus. C'est l'occasion. Je pense déjà on pourra faire un petit nettoyage sur les releases. Ah, vous voyez, typiquement, quand j'en parlais, je parlais des certains paquets qui étaient par exemple que pour ARM. Bon, on a le cas ici. Pour Grub, évidemment. Alors, je sais plus, par contre, le type VM, il sert à quoi? Ça, j'ai oublié. Mais il y a la doc, normalement, de DistroBuilder est très bien faite. D'ailleurs, je pense qu'on va bientôt arrêter, donc on peut s'amuser à regarder un peu la doc de DistroBuilder. On peut voir qu'on a... C'est dans le tutoriel. Absolument pas. Voilà. Et donc ici, on a tout ce qui peut nous intéresser. On a les générateurs, donc les générateurs Cloud Init, pour générer un hostname et compagnie. C'est ce que je pense. Non. Ça m'aurait étonné. Vous voulez faire quoi déjà? Ah oui, ça va être dans le filter. Bon, on n'a pas... Faut aller voir dans les docs. Mais c'est un bon outil. Alors c'est le seul que je connais. Alors si vous en voyez qui sont plus intéressants, n'hésitez pas à me les envoyer sur Twitter. Parce que ça peut servir. C'est en Go d'ailleurs, l'outil. Donc évidemment pour le builder, vous aurez besoin de Go ou de télécharger les releases précompilées. Vous avez aussi un snap. C'est Ubuntu qui développe, donc ils essayent de mettre du snap partout, c'est eux, c'est logique. Voilà. Et normalement, vous l'avez sur AUR, si vous êtes sur Arch. Normalement, vous l'avez un peu partout. Est-ce que vous avez des questions? Et est-ce que le live était bien? C'est peut-être qu'il est nul, il faut totalement que je revoie ma façon de faire les lives, hein, c'est possible. Bon, je pense que le vendredi, c'était peut-être pas forcément le meilleur jour au final. En vrai, ça passe, je pense, comme premier live. Bon, il n'était pas dynamique à la Emile, hein, mais bon. Et puis voilà, je pense que du coup on va pouvoir se faire des petits lives. On a déjà 2-3 lives de prévus. Donc on va terminer dans les prochains lives. Alors j'annoncerai, j'essaierai de faire mieux que aujourd'hui où j'ai annoncé juste aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que Fitsuk, je t'ai demandé hier si tu livais. C'était hier soir, je commençais à me demander.
Euh, et, euh, et oui, donc je pense que j'essaierai de prévenir 2, 3 jours avant, voire une semaine si je peux. Ah, ah bah n'hésite pas à dire, hein, on veut bien savoir ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu vas avoir demain? Oh, oh, intéressant. Donc après Emile à 17h du coup, hein. C'est pas très sympa quand même hein, de dire d'envoyer quelques indices mais de rien dire. En tout cas, bah, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce live. Et je vais regarder s'il y a quelqu'un à follow. À raider. Enfin, oui, c'est ça, c'est le terme. Ah, on va pouvoir s'amuser à envoyer. Oui, il est encore en live. Alors, c'est lancer un raid. C'est ça qu'il faut faire ou pas? C'est mon premier live, hein, donc je sais pas trop le truc. Ok. Bon, bah, du coup, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Et à demain chez Emile et chez Fitsu. Bonne soirée à tous. Donc, lancer un raid. Et c'est parti. Pas tout à fait. Parti. Et voilà.